Je vous remercie d'être venu ce soir, d'avoir répondu positivement à mon invitation. Je voudrais remercier également le laboratoire Horus, bon ils sont tous là-haut, non il y en a qui a accepté de sponsoriser cet événement, donc merci, merci à Horus. Et d'ailleurs vous avez dans les pochettes que j'ai distribuées des petits flyers de leurs produits. Merci également à mes deux secrétaires, Déborah et Mégane, qui sont ici présentes, ça me fait très plaisir, à qui on doit quand même toute l'organisation, toute la lourde organisation de toute la chirurgie que je fais, qui est quand même lourde, en particulier pour les greffes, toute la partie administrative, rendez-vous, organisation. Donc voilà, c'est quand même, on leur doit beaucoup. Enfin, je leur dois beaucoup, les patients aussi. Et merci à Elodie Potier, qui est mon optométriste depuis 1 an, qui succède à Zineb, qui est là aussi. Et voilà, Elodie m'aide beaucoup dans tout ce qui est consultation, pas dans les blocs, mais dans les consultations. Donc elle connaît très bien toutes ces pathologies. Elle participe activement à toute ma communication, donc notamment à cette présentation que je vais vous faire. Elle a participé également à plusieurs de ces articles qui sont rangés dans les pochettes que vous avez à côté de vous, et notamment à une des publications qu'on a faites récemment dans une revue à comité de lecture, donc Cornea, une revue américaine. On est vraiment très fiers parce que ça fait très longtemps c'est vraiment l'apanage des hôpitaux. Hein. Dans les CHU, on publie beaucoup parce qu'on a le temps, on a les moyens, on a tous les moyens qu'il faut pour publier. Quand on est en libéral, on publie plus personne ne publie en libéral parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, il faut du personnel, il faut du temps surtout. Et on a trouvé les moyens de le faire, on est assez fiers d'avoir eu un article sur les anneaux asymétriques qu'on vous montrera tout à l'heure, qui est dans la pochette, et qu'on a eu accepté dans Cornea, et puis on a d'autres projets en cours qui seront sans doute publiés dans les mois ou les années qui viennent. Donc ce soir, on va parler principalement de kératocone. On va illustrer une méthode d'analyse du dossier kératoconique qui est quand même assez complexe, et on va illustrer toute la chirurgie du kératocone, qu'elle soit conservatrice ou greffe, en sachant que les lentilles font partie bien sûr du traitement du kératocone, mais ça on va volontairement le mettre de côté parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais ce n'est pas parce que j'en parle pas ce soir que ça n'existe pas. Deuxièmement, les protocoles dont je vais vous parler ce soir, ça n'illustre que ce qu'on fait nous. Nous, ce qu'on fait, on n'est pas les seuls à faire ça. C'est largement publié, tout ce que je vais vous montrer. Mais sachez qu'il y a quand même d'autres écoles. Il y a plusieurs manières de traiter le kératocone. Nous, on va vous présenter la nôtre. Mais il y a d'autres écoles, d'autres centres qui traitent les kératocones différemment. Donc on va parler des greffes stromales et on va parler également des greffes endothéliales, notamment des DIMEC. Donc on accent principalement le topo sur la technique, puisqu'on a trouvé qu'il y avait beaucoup de choses ce soir, on ne veut pas finir trop tard. On fera d'autres EPU plus tard, plus axés sur le kératocone et d'autres plus axés sur les greffes. On ira plus loin dans le développement, mais là ce soir ça va être plus un survol. Donc le kératocone, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors les kératocones, moi j'en vois personnellement beaucoup à ma consultation, j'en vois une bonne dizaine par semaine. Tous les patients diffèrent par de nombreux paramètres, par la détérioration Attendez, je vais mettre un petit pointeur. Voilà, ça va être plus facile. Donc par la détérioration de la vision, par le Kmax qui illustre le stade du kératocone, par le phénotype, par la topographie cornéenne, bref, par la pachymétrie, par de nombreux paramètres. Tous les kératocones sont très différents. Et si on veut proposer une conduite à tenir, il faut avoir déjà une attitude systématique dans l'analyse du dossier du kératocone qui est relativement complexe mais qui peut devenir simple si on adopte une attitude assez systématisée. Donc nous, on propose l'attitude suivante. Analyser le dossier kératocone selon 3 axes. On va commencer par analyser toute la géométrie du kératocone. Donc c'est un ensemble de paramètres qui illustrent des données purement anatomiques, qui vont chercher à décrire la déformation uniquement d'un point de vue anatomique. Donc la première de ces données, c'est le Kmax, la kératométrie maximale, qui illustre le stade du kératocone. Donc je parle beaucoup plus en termes de Kmax qu'en termes de stade 1, 2, 3, 4. Le Kmax donne une idée de ce qu'on va pouvoir faire au patient, puisque en gros, schématiquement, quand on a un Kmax inférieur à 60 dioptries, on va pouvoir proposer au patient une chirurgie conservatrice, qu'on va détailler tout à l'heure. Et quand on est au-delà de 60 dioptries, en général, on a des mauvais résultats, on sera obligé de passer par une greffe. On regarde également la pachymétrie minimale. La pachymétrie minimale va illustrer la possibilité ou pas de faire un cross-linking et du laser excimer topoguidé sur la cornée. Donc selon qu'on est au-dessus ou en dessous de 400 microns, on a ou on n'a pas cette possibilité thérapeutique qui va changer beaucoup de choses. Bien sûr, on va regarder l'astigmatisme, c'est très important notamment pour le choix des anneaux intracornéens, et l'aspect topographique. Donc il y a différents types de kératocones, différents phénotypes qui vont conditionner le choix des anneaux en particulier.
Une fois qu'on a regardé la géométrie de la cornée, on va regarder la vision. Alors la vision, donc là c'est vraiment des données fonctionnelles. Qu'est-ce que voit le patient? Quelle est sa vision? Donc on va regarder déjà la meilleure acuité. Donc c'est des choses assez simples, hein, mais qui tombent un peu sous le sens. La meilleure acuité, elle est souvent diminuée en raison d'aberrations d'ordre supérieur qui sont générées par la déformation de la cornée. Il y a une étroite corrélation entre la déformation de la cornée et la détérioration de la meilleure acuité corrigée. On va regarder également la réfraction. La réfraction, c'est quelque chose de fondamental. C'est quasi la première chose que je regarde quand j'ai un kératocone. Pourquoi? Parce que quand on a une myopie comme ça, vous voyez, vous avez -3 plus la moitié de -5, donc -5,50 d'équivalence sphérique. Là, heureusement, c'est la majorité des kératocones qui sont comme ça. Là, on est bien. Pourquoi? Parce que les chirurgies conservatrices qu'on va proposer, donc les méthodes de régularisation de la cornée, anneaux, laser, vont permettre de corriger cette myopie entre -2, -3 jusqu'à -7, -8. Quand on a une myopie au départ qui est forte, alors déjà il faut se méfier d'une amblyopie associée parce que dans la baisse de meilleure acuité, il peut certes y avoir la détérioration du kératocone, mais il peut aussi y avoir une amblyopie liée à la forte myopie. Mais quand on a une aussi forte myopie, on sait qu'à un moment donné, bien sûr on met les lentilles de côté encore une fois, on sera obligé de passer par des implants FAC si on veut plus ou moins hémétropiser le patient puisque les méthodes de cornéennes ne permettront pas de corriger jusqu'à -12. Et enfin, un cas beaucoup plus problématique, mais qu'on rencontre finalement assez souvent, c'est quand on n'a pas de myopie. C'est quand on a des toutes petites myopies, des hémétropies, voire même plus rarement des hypermétropies. Mais quand on a par exemple 0-2, ça c'est fréquent d'avoir 6/10 avec un Kmax à 53, on va vouloir traiter le kératocone et moralité, on va finir à +4, +5. Alors certes, le patient, il va passer de 6/10 à 9, 10/10, mais par contre, il sera à +4, +5. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Et ça, c'est un problème non résolu puisqu'on ne sait pas, dans le kératocone, comment cambrer la cornée. La cornée, elle est déjà cambrée. On veut l'aplatir, ça, on sait le faire. Par contre, on ne sait pas corriger une hypermétropie chirurgicalement. Donc, le troisième axe, le troisième volet de l'analyse du dossier, c'est l'évolutivité. Ça ne faut pas perdre de vue. C'est très important, c'est une maladie évolutive, surtout chez les très jeunes patients. Donc c'est avant tout l'âge du patient, c'est simple finalement, hein. Un patient, il est évolutif quand il est très jeune et c'est quasi systématique. Quand on a 20 ans, et je ne parle pas de kératocone fruste à 10/10, je parle de vrais kératocones engagés. On est évolutif, voilà, qu'on le veuille ou pas, on l'est un peu plus ou un peu moins, mais il ne faut pas trop se poser de questions, il ne faut pas attendre et revoir le patient 6 mois, 1 an, 2 ans après. C'est une perte de temps, c'est une perte de chance parce que le kératocone progresse et on aura des moins bons résultats. Donc quand on a 20 ans et qu'on a un vrai kératocone, c'est évolutif. Inversement, quand on a 20 ans et qu'on a un kératocone fruste unilatéral ou quand on a un kératocone fruste, il est tout à fait possible, voire probable, que le patient reste toute sa vie à ce stade. Donc on ne va pas se lancer dans un cross-linking ou différentes chirurgies. On va bien sûr conseiller aux patients de ne pas se frotter les yeux, mais on va attendre, on va surveiller. En revanche, quand c'est un vrai kératocone, là il faudra agir. Mais sinon, on peut s'aider des cartes topographiques, notamment des cartes différentielles, des soustractions entre deux consultations. On voit si ça bouge ou si ça ne bouge pas. Donc, muni de ces trois types de données, donc la géométrie, la vision. Alors, la vision et la géométrie sont étroitement corrélées. On a souvent une vision détériorée, c'est en rapport avec une géométrie très détériorée. Et le troisième volet, l'évolutivité. On va enfin pouvoir proposer une attitude thérapeutique. Deux exemples. Voilà le premier exemple. Un patient qui a 19 ans, donc qui est jeune, qui dit évolutif. Voilà, un patient qui a 19 ans, qui a une vision très détériorée, 2/10 de meilleure acuité, qui est très fort myope, qui a un Kmax à 62, donc très avancé. Vous voyez, dans l'échelle des Kmax, le Kmax normal, c'est 40-45. 50, c'est un kératocone modéré, bon, déjà pas mal. 53, 55, ça commence à devenir sérieux. Au-delà de 56, 57, c'est avancé. Au-delà de 60, on est au niveau de la greffe. Donc 62, et la pachymétrie minimale est en dessous de 400. Donc ça veut dire que ce patient qui est jeune, qui est évolutif, à qui on ne va pas pouvoir faire un cross-linking, donc stabiliser sa maladie, et qui a une vision très détériorée, qu'est-ce que vous allez l'embêter avec des anneaux, du cross-linking, qui d'ailleurs est contre-indiqué, éventuellement les lentilles sclérales, bon, on ne va pas parler de lentilles, mais sinon si on se cantonne à la chirurgie, c'est greffe directement. Ce n'est pas la peine de passer par 36 opérations, on fait directement la greffe, c'est la seule manière de lui améliorer significativement sa vision. Si on fait des anneaux là-dessus, on ne va rien changer à sa vision. Inversement, un autre patient qui a 30 ans, donc déjà un peu moins évolutif, qui a une vision moins détériorée, qui a un Kmax un peu standard, 54, c'est assez courant pour un kératocone, et qui a une réserve pachymétrique suffisante pour pouvoir faire du cross-linking et du laser, là, on va partir sur une chirurgie conservatrice qu'on va détailler après, en particulier anneaux,
laser cross-linking. Donc, cette fameuse chirurgie conservatrice du kératocone, elle a deux objectifs. Donc, améliorer la vision, ça tombe sous le sens, c'est pour ça que les patients viennent. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le deuxième objectif qui est stabiliser l'évolution. Améliorer la vision, on l'a vu, la vision elle est détériorée à cause de la déformation de la cornée. Donc, améliorer la vision revient à corriger la déformation de la cornée. Ça veut dire régulariser la cornée. Il existe en effet une étroite corrélation entre la géométrie de la cornée et la vision. C'est un principe qui est utilisé largement en chirurgie réfractive où on cherche à modifier la géométrie de la cornée pour corriger précisément une amétropie sphéro-cylindrique. En chirurgie des kératocones, c'est exactement le même principe. On va jouer sur la géométrie de la cornée, on va chercher à la normaliser pour essayer parallèlement de normaliser la vision. Et les méthodes thérapeutiques qu'on utilise sont les mêmes entre ces deux disciplines, entre la réfractive et la chirurgie du kératocone. On utilise dans les deux cas le laser excimer, bien sûr dans la chirurgie, mais également en kératocone, en version topo-guidée. Et on utilise les anneaux intracornéens qui, ne l'oublions pas, au départ, ont démarré leur carrière dans la chirurgie réfractive. Après, ça a été abandonné et ensuite, ça a été repris pour le kératocone. Et accessoirement, les implants FAC qu'on utilise dans les deux spécialités. Donc, si on reprend la diapositive précédente, régulariser la cornée, il y a deux méthodes. Une méthode additive que sont les anneaux intracornéens, une méthode ablative qui est le laser excimer. N'oublions pas qu'on fait du laser sur une cornée amincie, fragilisée, qu'on va amincir davantage. Donc systématiquement, quand on va laseriser une cornée, même si c'est à visée thérapeutique, on va systématiquement faire un cross-linking en même temps ou alors précédemment s'il a été fait avant. Mais on ne va pas s'amuser à faire du laser sur une cornée kératoconique sans avoir fait de cross-linking. Alors, si jamais le patient est jeune, évolutif, tant mieux, le cross-linking va permettre de stabiliser la maladie. Mais même, et j'insiste là-dessus, même si le patient n'est pas évolutif, même s'il a 40 ans, on ne va pas faire du laser sans faire de cross-linking associé. On va systématiquement coupler ça avec le cross-linking. C'est ce qu'on appelle le protocole d'Athènes. Voilà un exemple. Alors, on va rentrer dans des exemples un peu pratiques. Là, maintenant, un patient qui a 19 ans. Donc, 19 ans, il est évolutif. Il a un kératocone modéré. Donc, vous voyez, on reprend l'analyse de tout à l'heure. Il a un Kmax à 48, donc un stade quand même assez débutant. Il a une vision d'ailleurs modérément abaissée. Il a une faible amétropie. Il a une très bonne réserve pachymétrique. Qu'est-ce qu'on va faire à ce patient? Alors, l'objectif, il est double. Premièrement, c'est un patient, il a 19 ans, il a un vrai kératocone, donc il est évolutif, donc il faudra lui faire un cross-linking. Et en même temps, ce patient, il veut qu'on l'améliore la vision. Elle n'est pas catastrophique, mais enfin, il pourrait quand même mieux voir. Il est demandeur de mieux voir. Donc, on va lui faire une méthode… Comment? Du laser, voilà. Parce que c'est un kératocone pas trop avancé, donc là, on va faire du laser. Donc, on va faire laser et cross-linking, deux choses, mais dans le même acte chirurgical. Une seule opération. Laser cross-linking, qu'est-ce qu'on va obtenir? Vous voyez que le laser… Là, vous avez la carte différentielle, donc c'est l'effet du laser qui correspond à l'image en miroir du kératocone. Le laser a normalisé ou quasi normalisé la topographie cornéenne. Parallèlement, on a amélioré la meilleure acuité, 8 dixièmes, on est passé à 10, et on a normalisé la réfraction. Donc, que demande le peuple? Le patient, il est très content. Donc, ce protocole d'Athènes, laser avec cross-linking, on va chercher à ne pas dépasser 50 microns d'ablation. C'est toujours associé au cross-linking. Et les indications, c'est comme chez ce patient qu'on vient de voir, un kératocone débutant, mais ça peut être aussi dans des kératocones plus avancés en complément et après les anneaux intracornéens qui ont régularisé le gros de la cornée dans un premier temps. Voilà la vidéo de la chirurgie. Alors attendez, par contre là, est-ce que ça va marcher? Alors, attendez. Voilà. Donc, on commence par enlever l'épithélium avec une brosse d'amoil. On peut le faire aussi en transépithélial, mais moi personnellement j'enlève l'épithélium avant. On va ensuite faire le laser selon le profil personnalisé qui aura été calculé en fonction de la topographie cornéenne. Donc, c'est un laser topo-guidé, du TopoLink. Et une fois que le laser est fait, on va ensuite faire le cross-linking, c'est-à-dire imprégner de la cornée. Alors, j'utilise de la riboflavine sans dextran qui pénètre plus profondément. 10 minutes d'imprégnation. Puis après 9 minutes d'exposition à 10 000 watts. Vous savez qu'il existe plusieurs protocoles de cross-linking. On a tendance à accélérer, mais compte tenu de la nécessité d'une bonne oxygénation de la cornée, on ne peut pas non plus aller trop vite. Donc il y a des gens qui font 3 minutes, mais le meilleur milieu, le juste milieu, c'est de faire 9 minutes. Voilà, c'est bien.
Ensuite, on met une lentille thérapeutique, pas de mitomycine, lentille thérapeutique que le patient va garder comme pour une PKR pendant 3-4 jours, et ensuite on retire la lentille. Un autre exemple. Donc, en fait, ce soir, on va surtout illustrer la pratique par les exemples. Plutôt que de faire un cours magistral, c'est plutôt des exemples, et à l'aide d'exemples, à chaque fois, on tire une leçon. Autre exemple, femme de 40 ans. Donc, qui dit femme de 40 ans dit a priori pas trop, enfin pas spécialement évolutive. Comment? Voilà, plus ou moins stable. Hein. Ensuite, sa vision est modérément détériorée, 5/10 avec une petite amétropie, un Kmax à 50. Bon, c'est pas trop avancé. On pourrait aussi faire le laser topoguidé, mais là, elle a une topographie cornéenne qui se prête très bien à un anneau. Pourquoi? Parce que vous avez le sommet du cône qui est visible sur la topographie d'élévation, qui se trouve dans la concavité des deux hémiaxes cambrés. Et donc, on va aller positionner un anneau en aval de ce cône pour essayer de réduire et de recentrer le cône. Donc, voici l'effet de l'anneau. La topographie post-opératoire, c'est la même échelle. On voit qu'elle est très améliorée. Il y a toujours un kératocône, mais elle est très améliorée. On voit que la vision s'est normalisée avec la réfraction l'amétropie qui a disparu, le Kmax qui s'est réduit. Et là, la carte différentielle. Donc, si on cherche à analyser les trois effets des anneaux intracornéens, vous avez d'une part un effet d'aplatissement. Donc, je reviens à ce que je disais, on ne peut pas corriger des hypermétropies, on ne peut que corriger de la myopie. Donc, on aplatit la cornée, on réduit la myopie et on réduit le Kmax. Deuxième effet, les anneaux, alors ça dépend lesquels, mais ont souvent un effet torique, parfois très important. Vous voyez, on a corrigé l'astigmatisme. Et enfin, on a permis de faire remonter la meilleure acuité. On est passé de 5 à 10/10. Pourquoi? Parce que la cornée a changé de forme, on a réduit les aberrations d'ordre supérieur et on a permis de faire remonter la meilleure acuité corrigée. Alors, petit laïus rapide sur les anneaux. Les anneaux varient par 3 ou 4 paramètres. Le diamètre de leur zone optique, plus ils sont de petites zones optiques, plus ils auront d'effet sur le kératocône. Mais attention, plus il faudra faire très attention sur des patients jeunes qui ont des pupilles larges. Deuxième paramètre très important, c'est la longueur angulaire. Plus la longueur angulaire est courte, et plus on aura un effet torique prédominant. Et inversement, plus la longueur angulaire est longue, et plus on aura un effet d'aplatissement. Un exemple avec des anneaux de longueur angulaire courte, 120 degrés c'est court. Vous voyez, on a un effet torique de 9 dioptries. Les anneaux de 120 degrés sont extrêmement toriques au niveau de leur effet. Par contre, on a peu d'aplatissement et peu de correction de la myopie. Et inversement, un anneau quasi circulaire aura un effet beaucoup plus d'aplatissement et quasiment pas d'effet torique. Ils varient enfin par leur épaisseur. Évidemment, plus l'anneau est épais et plus on va l'utiliser pour des petits kératocônes avec un faible effet d'aplatissement. Et vous voyez le même anneau, 160 degrés, 2 fois plus épais, qui a un effet d'aplatissement beaucoup plus important, 6 dioptries versus 2 dioptries d'aplatissement. Voici, alors je suis obligé de repasser au… Donc ça, c'est la vidéo pour l'anneau. Donc, comme ça a un effet torique, il faut impérativement faire un marquage en position assise, puisqu'il peut y avoir une cyclotorsion quand on s'allonge. Donc, marquage en position assise, marquage du centre, donc de l'axe visuel sous le laser excimer avec le réflexe de Pourquigné. Ensuite, on va faire la découpe du tunnel au laser femtoseconde. Je vais mettre mon téléphone pour voir un peu l'heure, parce qu'on est capable de finir à 2 h du matin. Là, on fait le tunnel. Voilà. Et ensuite, on va positionner là. Donc, on fait une petite marque. Cette marque, elle est très importante. On va chercher à exécuter un peu le plan de traitement qu'on aura établi en consultation, que d'ailleurs les labos peuvent vous faire quand vous débutez en anneau. Voilà. Donc, ensuite, le geste n'est pas très compliqué. Hein. Je n'ai pas fait 36 vidéos d'anneau. C'est assez simple. Hein. C'est plus simple qu'une cataracte. Donc, après, il y a des petits trucs techniques. Après, n'hésitez pas à venir au bloc en consultation si vous voulez en savoir un peu plus. Donc voilà, on rentre l'anneau et on va chercher à le positionner exactement d'une manière conforme à ce qui a été dessiné en préopératoire. Donc, vous voyez par exemple ici, on va chercher à centrer, à aligner le centre de l'anneau sur la marque bleue qui correspond à 122 degrés. Encore un autre exemple. Patient de 33 ans. Voici, alors vous voyez, ce n'est pas le même kératocône. Là, c'est plus en sablier, c'est un cône central, mais avec un astigmatisme direct important. Donc là, cette fois, on va positionner 2 anneaux de 160 degrés qui vont avoir un effet torique et un effet d'aplatissement. On va combiner l'effet torique et l'effet d'aplatissement. Donc on se retrouve avec beaucoup moins d'astigmatisme. On va chercher néanmoins à garder l'astigmatisme direct. Ça sera embêtant de surcorriger le patient parce que le direct est toujours mieux toléré
que l'astigmatisme inverse. En même temps, on a corrigé la myopie et on a fait remonter la meilleure acuité. Et vous voyez ici le profil d'aplatissement qui est différent du profil d'aplatissement qu'on a eu tout à l'heure. Encore un troisième exemple. Ici, on a un kératocone chez une femme de 30 ans, mais cette fois, on a peu d'astigmatisme et on a un cône un petit peu décentré, voire paracentral. Là, on va utiliser un anneau 210 degrés qui va avoir essentiellement un effet d'aplatissement. Et vous voyez que le profil d'aplatissement est encore légèrement différent. Vous voyez que la meilleure acuité remonte là encore. Donc en fait, ce que j'ai cherché à vous montrer à travers ces exemples, c'est que selon les anneaux qu'on va utiliser, on peut générer différents profils d'aplatissement. Et c'est ça qui est le plus important. Il va falloir choisir le ou les anneaux en accord avec le kératocone qu'on veut traiter. On veut essayer de normaliser la géométrie de la cornée. On va utiliser le ou les bons anneaux avec la bonne épaisseur, avec la bonne angulaire et positionnés au bon endroit pour essayer d'obtenir le profil d'aplatissement le plus proche du kératocone en inverse, en effet miroir. Donc vous voyez par exemple ça, c'est un profil d'aplatissement qui correspond à 160 degrés. Ici, ça va correspondre à deux anneaux de 160, ici un anneau de 210, voilà. Donc vous voyez, on a quasiment un profil personnalisé, profil d'aplatissement personnalisé en fonction des anneaux qu'on choisit et en fonction du kératocone qu'on veut traiter. Et on peut même aller plus loin parce que là, c'est une variation qualitative d'un profil à l'autre, mais on peut aussi faire varier les choses quantitativement. Vous voyez, là, c'est le même anneau, 160. Laissez la lumière un peu allumée, voilà. Celle qui était là-bas. Voilà, merci. Donc, on a un anneau de 160 degrés, mais attendez, je vais remettre le. « 200 microns. Vous voyez que si on passe à 300 microns, on a le même profil d'aplatissement, mais plus accentué. Pareil quand on a deux anneaux de 160, mais avec plus d'épaisseur. Pareil avec un anneau de 210. Pareil avec deux anneaux de 120. Donc, on peut faire varier les anneaux pour faire varier les profils qualitativement et quantitativement. Maintenant, je vais vous parler de nouveaux anneaux qui sont sortis il y a à peu près 3 ans, des anneaux asymétriques qu'on appelle les Keraring AS. Alors, ils existent en version 160 degrés. Ces anneaux ont la particularité de ne pas avoir une épaisseur constante. Ils ont une extrémité qui est plus épaisse et une extrémité qui est moins épaisse. Il y a un gradient d'épaisseur d'environ 100 microns et on passe soit de 200 à 300 microns, soit de 150 à 250 microns. Et ils existent en version clockwise ou en version counterclockwise. Ils existent encore plus récemment en version circulaire, 330 degrés, avec le corps de l'anneau qui est plus épais et les deux extrémités qui sont plus fines. Donc ces anneaux servent à traiter certains types de kératocones qu'on traitait avant avec des anneaux standards mais avec moins de précision. Donc par exemple, le phénotype canard, le duck en anglais, vous voyez que ça ressemble à un canard un petit peu, le corps du canard, la tête du canard. En fait, ce qu'on a, c'est deux hémiaxes qui ne sont pas alignés et dont l'hémiaxe inférieur est beaucoup plus cambré que l'hémiaxe supérieur. Donc là, dans une indication comme ça, on peut volontiers utiliser un anneau asymétrique en positionnant l'extrémité la plus épaisse en regard de l'hémiméridien le plus cambré pour avoir plus d'effet d'aplatissement sur l'hémiméridien le plus cambré. Pareil, donc là voilà, c'est un exemple. Et vous voyez que le profil d'aplatissement dont on a parlé tout à l'heure, ici il est légèrement différent, il ne ressemble pas à ce qu'on avait tout à l'heure. On peut utiliser ces deux anneaux asymétriques de 160 dans des kératocones de type snowman, bonhomme de neige en anglais. Vous voyez que ça ressemble à un bonhomme de neige un petit peu. Bon. On positionne ces anneaux de cette manière-là et on aura un effet d'aplatissement maximal en regard de l'hémiméridien le plus cambré. Et enfin, les derniers anneaux sortis, les 330 degrés. Bonjour. Bienvenue, installe-toi. 330 degrés, c'est surtout utilisé pour les kératocones paracentraux avec peu d'astigmatisme. Voilà. Tout ça, c'est des indications un peu techniques, mais c'est simplement pour vous dire que l'apparition de ces nouveaux anneaux asymétriques a permis d'obtenir de nouveaux profils d'aplatissement qui viennent compléter les profils d'aplatissement qu'on avait avec des anneaux standards. Et donc, ça enrichit les possibilités thérapeutiques des kératocones. Alors, l'article que vous allez trouver dans la pochette, c'est justement la première étude rétrospective qui a été publiée sur ces anneaux asymétriques, donc sur 104 yeux, depuis 2 ans à peu près qu'on les pose. Voilà les figures qui sont issues de l'article. Et ce qu'on a trouvé, ce qu'on a mis en évidence dans cet article, c'est que bien sûr la meilleure acuité s'améliore, mais paradoxalement elle s'améliore beaucoup plus quand on a un seul anneau dans les phénotypes duck que quand on a 2 anneaux dans les phénotypes snowman.
Et on a bien sûr un effet d'aplatissement, des choses assez standards. Alors là maintenant la question est de savoir si pour ces phénotypes Duck ou Snowman, est-ce que les nouveaux anneaux asymétriques donnent de meilleurs résultats ou équivalents aux anneaux standards. Et ça c'est en cours d'étude actuellement. Les premiers résultats montrent qu'on n'a pas beaucoup de différence, mais en même temps il faudrait peut-être faire quelque chose de prospectif. Enfin on est en train de réfléchir là-dessus. Maintenant je vais vous illustrer à travers le cas clinique suivant comment combiner les anneaux, le cross-linking, faire un peu la totale. Alors, voilà le cas. Il s'agit d'un patient jeune, 19 ans, donc évolutif, qui a un kératocone assez important, un Kmax à 53, une vision très détériorée, 4/10, pas très satisfaisant quand on a 19 ans, et son kératocone qui est comme ça, qui est en phénotype canard. Donc, on va commencer par... Donc là, on part sur un traitement, évidemment pas une greffe. On va essayer de combiner le maximum d'effets. Le laser seul ne donnera pas un résultat suffisant. On va essayer de combiner les effets de différents traitements. Donc on va commencer par un anneau. On va poser un anneau asymétrique, comme on vient de le voir. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez la topographie post-opératoire. Ici, on a la carte différentielle qui montre l'effet de l'anneau, plus d'aplatissement en regard de l'hémiméridien le plus cambré. Et la vision qui parallèlement est remontée. Elle est passée de 4/10 à 7/10 avec une correction partielle de son amétropie préopératoire. Ensuite, on va revoir le patient. Ça, c'est les résultats à 3 mois. On voit les patients à 3 mois après l'anneau. À 3 mois, on va partir sur la deuxième étape chirurgicale qui est cette fois la double opération, laser, topoguidé et cross-linking en même temps. Le laser topoguidé pour compléter l'effet d'aplatissement et d'amélioration de la vision et le cross-linking pour stopper l'évolution du kératocone de ce jeune patient. Donc voilà la deuxième étape et vous voyez qu'après cette deuxième étape, on normalise quasiment la topographie. Vous voyez qu'on a un Kmax à 46 alors qu'on avait 53 au départ. Regardez la topographie de départ avec la même échelle colorimétrique et ce qu'on a à la fin qui est quasi normalisé. Ça c'est l'effet d'aplatissement du laser topoguidé et ça c'est la normalisation de la vision. Vous voyez qu'on est passé de 4/10 à 9/10 et on a quasiment corrigé l'amétropie. Il avait -2, -5, c'est quand même énorme, il ne voyait rien, enfin pas grand-chose. Eh ben, c'est quasi une chirurgie réfractive. Et si on fait la somme de ces deux effets d'aplatissement, donc on a l'effet d'aplatissement global, anneau plus laser, vous voyez qu'on a un effet global qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au kératocone de départ avec un effet miroir, ce qui a permis de normaliser la topographie. Donc voilà ce qu'on est capable de faire. Cet exemple illustre, alors c'est plutôt un bon cas, ils ne sont pas tous comme ça, mais en gros ça schématise un petit peu la philosophie de ce traitement combiné. Donc cette philosophie, elle est de combiner toutes les ressources thérapeutiques qu'on a pour optimiser le résultat final. Donc première étape, on utilise les anneaux d'abord en première étape. Pourquoi? Parce que les anneaux vont faire le gros de la régularisation avec une précision relativement moindre. Et après, on va regarder ce qu'on a obtenu avec les anneaux et on va compléter l'effet cette fois avec le laser topoguidé qui est une méthode beaucoup plus fine, beaucoup plus précise, où on pourra régulariser moins qu'avec les anneaux. Et là, on viendra affiner ce qu'on a obtenu avec le laser. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas pu commencer par le cross-linking d'abord, attendre 3 mois et aller faire des anneaux? Oui, et après le laser. Bon, c'est une bonne idée de dissocier en fait le cross-linking et le laser. Ce que tu dis, c'est de faire le cross-linking d'abord, puis les anneaux, puis après d'affiner avec le laser topoguidé. C'est bien, mais ça fait quand même 3 opérations. Après, le patient, 3 opérations fois 2 yeux, enfin, au bout d'un moment, stop quoi. Et financièrement et psychologiquement, ils sont jeunes, ils sont étudiants, ils n'ont pas envie de passer leur temps au bloc opératoire. C'est intéressant, je pense que c'est même mieux peut-être, mais voilà, après il faut trouver un juste compromis. Après le cross-linking, il y a des modifications. Oui. Alors, la logique en tout cas de cette prise en charge, c'est une logique d'économie tissulaire. Vous voyez qu'on a fait le gros de la régularisation avec des anneaux qui d'ailleurs viennent renforcer l'architecture de la cornée. Et ensuite, ça va réduire le besoin de faire du laser topoguidé. Il y a des écoles, il y a des gens, il y a beaucoup de gens même, qui traitent uniquement avec le laser topoguidé. Ils font tout avec le laser topoguidé. Ben, si vous prenez le cas précédent, je ne vous dis pas la quantité d'ablation, de photoablation qu'il faut faire, ou alors d'avoir des moins bons résultats. Et une logique de précision. Voici un autre exemple, un jeune homme de 21 ans, 7/10 de meilleure acuité, c'est bon voilà, 50 de Kmax, etc. Première étape, l'anneau intracornéen, voilà ce qu'on obtient, on améliore la topographie. Deuxième étape, on améliore encore un peu plus et on normalise la vision. Et on est passé d'un Kmax de 50 à 45. Donc ça, c'est encore un bon cas. Un troisième cas, donc là, je pourrais vous en passer des dizaines, hein, on va se limiter à 2-3 cas. Une jeune femme de 23 ans, elle avait 3/10 de meilleure acuité, elle avait un Kmax à 58,
Après l'anneau, on passe à 4 dixièmes, on a corrigé une bonne partie de son astigmatisme. Et après le laser topoguidé, on passe à 4 dixièmes et elle est beaucoup moins myope qu'au départ. On a beaucoup amélioré la topographie cornéenne, mais finalement, c'est moyennement satisfaisant. On ne peut pas dire que c'est l'euphorie de cette jeune femme de 23 ans qui est passée de 3 dixièmes à 4 dixièmes. Alors certes, elle voit mieux, parce qu'elle voit 4 dixièmes, elle a quand même moins d'aberrations, elle a moins d'astigmatisme, elle voit mieux, mais ce n'est pas l'euphorie. Et on est un peu déçu. Mais alors pourquoi c'est comme ça? Eh bien, il suffit de regarder juste une donnée là, c'est que vous avez le 58, on avait un kératocone très avancé. Et ça, c'est un facteur pronostic majeur. Donc ça, il faut bien prévenir les patients en consultation qu'on n'aura pas le même résultat selon qu'on démarre de 51 de Kmax ou selon qu'on démarre de 59 de Kmax. Ça, c'est représenté sur le graphe suivant. Vous voyez le premier cas qu'on a dessiné tout à l'heure qui avait un Kmax à 50, donc qui est passé de 7 à 10 dixièmes, donc c'était un bon cas. Là, on a un kératocone plus avancé, Kmax à 53, on est passé de 4 à 8 dixièmes, c'est encore pas trop mal. Et là, le dernier cas qu'on vient de voir juste avant, on est passé de 3 à 4 dixièmes, c'est mieux, mais c'est franchement pas terrible. Mais après, c'est toujours mieux qu'une greffe de cornée. Donc vous voyez, on fait ce qu'on peut. Donc en fait, ce qu'on essaie de dire par là, c'est que plus le Kmax est avancé, plus le kératocone est avancé, et plus moins bons seront les résultats. Donc une autre raison pour se dépêcher. Quand vous avez les patients qui disent « ouais, je ne peux pas, j'ai mes examens, on va attendre, on verra dans 2 ans ». Non, il faut vraiment faire rapidement. Parce que si vous attendez 2 ans, vous aurez un Kmax qui aura augmenté et vous aurez des moins bons résultats visuels. Donc il faut se dépêcher. Donc finalement, on arrive dans une zone des kératocones avancés où on a le choix soit entre une chirurgie conservatrice, on a vu qui donne des résultats très médiocres, soit carrément la greffe. Alors lequel est le mieux? Est-ce qu'il vaut mieux faire une greffe ou une chirurgie conservatrice? Alors ça, c'est l'objet d'une étude qu'on a montrée à la Saphir et à la SFO cette année, où on a rétrospectivement étudié des kératocones avancés, ayant un Kmax supérieur à 57, qui avaient soit eu une chirurgie conservatrice, soit eu une greffe. Et on a comparé les résultats, on a vu lequel était le mieux. En termes de meilleure acuité, ils avaient à peu près pareil. Il n'y avait pas de différence significative, ils avaient à peu près 7 dixièmes. C'est ce qu'on obtient dans les 2 cas de meilleure acuité en moyenne. En revanche, la réfraction, la précision réfractive était bien meilleure pour la chirurgie conservatrice qu'avec la greffe. On avait beaucoup moins de myopie et d'astigmatisme après une chirurgie conservatrice qu'après une greffe et donc forcément une meilleure acuité sans correction après une chirurgie conservatrice. Donc globalement, on a la même meilleure acuité post-op, mais on a une meilleure réfraction et on a une meilleure acuité sans correction. Donc on penche sérieusement en faveur d'une chirurgie conservatrice, même pour les kératocones avancés. Donc maintenant, j'avais tendance à faire des greffes assez facilement. Maintenant, je fais plus une chirurgie conservatrice, même pour des kératocones avancés, quand toutefois la pachymétrie le permet. Voilà, et sans parler de tous les je ne vais pas détailler, mais tous les problèmes des greffes. Quand on fait une greffe, on ne peut plus faire de sport, il y a l'impact psychologique, il y a la corticothérapie, il y a toutes les complications des greffes, etc. Voilà. Donc finalement, si on résume un petit peu, et ça servira de conclusion pour cette première partie du kératocone, si on résume un petit peu les indications qu'on vient de voir, les indications chirurgicales, quand on a un kératocone qui est… Alors je parle des vrais kératocones, je ne parle pas des frustes. Hein. Un kératocone pas trop avancé, on peut partir sur un laser topoguidé avec un cross-linking. Quand on a un kératocone plus avancé, sans forcément être trop avancé non plus, on partira sur une chirurgie combinée où on combine le maximum de ressources pour optimiser le résultat. Donc anneau, puis dans un deuxième temps, cross-linking avec laser. Et ça, on essaye de pousser aussi loin qu'on peut dans le Kmax, tant que la pachymétrie le permet. Quand on a moins de 400 microns, ça ne sert plus à rien parce qu'on ne pourra plus faire de cross-linking et de laser. Donc là, on n'a pas suffisamment de ressources. Et après, quand on est au-delà de 60 ou alors, et que la pachymétrie est inférieure à 400, là, on partira sur une greffe.